Bonjour et bienvenue. Imaginez la situation, une hémorragie massive et pas de sang de donneur disponible. C'est le scénario catastrophe. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer une technique qui, dans ces moments-là, peut littéralement tout changer. L'autotransfusion. C'est une alternative vitale et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Alors, voilà notre programme. On va commencer par définir ce que c'est, l'autotransfusion. Ensuite, un point crucial, quand le faire et quand surtout ne pas le faire. On pèsera les avantages face aux risques, puis on plonge dans le concret avec la procédure, étape par étape, avant de finir sur la surveillance. C'est un plan qui suit vraiment la logique de la décision clinique. Allez, on attaque. Première partie, une alternative vitale. On va poser les bases. C'est quoi exactement l'autotransfusion et pourquoi est-ce si capital dans les situations critiques? Le principe est en fait assez simple, mais il est incroyablement puissant. L'autotransfusion, c'est l'idée de récupérer le propre sang du patient qui a été perdu dans une cavité, comme l'abdomen par exemple, pour le lui réinjecter. C'est une sorte de recyclage en circuit fermé. On utilise la ressource la plus précieuse et la plus compatible qui soit, le sang du patient lui-même. Ce schéma est très parlant. Regardez à gauche, c'est l'autotransfusion. Le sang fait une boucle, il sort du patient et il y retourne. Le risque de rejet, 0. C'est son propre sang. À droite, c'est la transfusion classique, avec un donneur. C'est vital aussi, bien sûr, mais il y a toujours un risque de réaction immunitaire. Le point fort de l'autotransfusion, c'est donc ça, une compatibilité parfaite et immédiate. Bon, maintenant on passe à une phase vraiment critique, la prise de décision. Cette partie est essentielle pour savoir quand on peut y aller, et surtout quand il faut savoir dire non, stop, c'est une mauvaise idée. Alors quand est-ce qu'on y pense? Typiquement face à une grosse hémorragie interne, comme un hémo-abdomen après un accident de la route. Les signaux d'alarme, on les connaît. Un animal instable, un cœur qui bat la chamade, des muqueuses toutes pâles, un état de conscience altéré. Quand on a ce tableau, l'option de l'autotransfusion doit immédiatement être sur la table. Et voilà, le chiffre clé à avoir en tête, 30%. Une perte de 30% ou plus du volume sanguin, ça définit le choc hémorragique. Et à ce stade, la transfusion, ce n'est plus une option, c'est une nécessité absolue pour la survie. En dessous, on peut parfois s'en sortir avec une fluidothérapie, mais à ce seuil, il faut du sang. Mais attention, il y a des lignes rouges à ne jamais franchir. Des situations où c'est formellement contre-indiqué. S'il y a une infection généralisée, une septicémie, c'est hors de question, on risquerait de la flamber dans tout l'organisme. Pareil, si on suspecte une contamination par des cellules cancéreuses, c'est un peu débattu, mais le risque de disséminer des métastases est réel. Et bien sûr, en cas de trouble majeur de la coagulation, on s'abstient. Poursuivons notre raisonnement. Ici, il s'agit de mettre sur la balance les bénéfices physiologiques, qui sont évidents, et les dangers potentiels. C'est une étape clé pour prendre une décision éclairée. Et des avantages, il y en a un paquet. Premièrement, le sang est déjà à la bonne température, donc on évite de refroidir le patient. Deuxièmement, il est frais, ces globules rouges n'ont pas souffert du stockage et sont donc au top pour transporter l'oxygène. Côté métabolisme, on évite les soucis liés aux produits de conservation. Et l'avantage ultime, bien sûr, c'est cette compatibilité totale. Pas besoin de faire de tests, on gagne un temps précieux. En face, il y a des risques, il faut être lucide. Le sang qu'on récupère peut être souillé par de la bile, de l'urine ou des bactéries. Il peut aussi contenir des petits débris, des micro-agrégats. Mais, et c'est le point fondamental, la plupart de ces risques peuvent être maîtrisés. Avec une technique rigoureuse, bien stérile et surtout une bonne filtration, on limite vraiment les problèmes. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. On va maintenant détailler pas à pas comment se déroule concrètement la procédure. Avant toute chose, le matériel. C'est assez simple, il faut l'essentiel. Un cathéter spécial avec plusieurs orifices pour bien aspirer, une grosse seringue de 60 ml, un robinet à 3 voies pour garantir un circuit fermé et la pièce maîtresse, l'élément indispensable, le filtre à micro-agrégats. La procédure débute par une préparation super aseptique de la peau. On fait une petite anesthésie locale, une mini-incision et on introduit le cathéter. La petite astuce de pro, c'est de guider le geste avec une échographie. Ça permet d'être sûr de bien se placer pour optimiser la collecte. Et là, attention, c'est la règle d'or numéro 1, on doit maintenir un système clos. Peu importe si on utilise un robinet à 3 voies ou une poche de collecte, le but est le même, minimiser à tout prix le risque de contamination. Un système ouvert, où le sang est à l'air libre, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Une fois que tout est en place, le processus est une séquence en 3 temps. 1. On aspire le sang. 2. On l'inspecte. C'est une étape clé. S'il y a des caillots, ça signifie que l'hémorragie est toujours active. C'est d'ailleurs le seul cas où on va ajouter un anticoagulant. Et 3. On administre le sang, toujours à travers le fameux filtre. Et voici un avertissement capital, une autre règle d'or. L'héparine, c'est non. On n'utilise jamais d'héparine pour une anticoagulation dans ce contexte. Les risques systémiques sont bien trop élevés. Si on a besoin d'un anticoagulant, les produits recommandés sont le CPDA ou le citrate, avec des dilutions bien précises. L'héparine, on l'oublie.
Petite parenthèse pour le contexte chirurgical. Il existe une autre méthode, la technique des 2 seringues. On aspire le sang dans le champ opératoire avec une première seringue, puis on le transfère de manière stérile dans une seconde avant de l'administrer. Le mot d'ordre, encore et toujours, c'est la rigueur et la stérilité. L'administration est terminée, on pourrait penser que le travail est fini. Mais non. On entre maintenant dans la phase finale, qui est tout aussi cruciale, la surveillance après la transfusion. La surveillance repose sur quelques points clés. D'abord, le filtre. Il peut se boucher rapidement avec les débris, il faut donc le changer fréquemment. Ensuite, bien sûr, le patient. On surveille de près tout signe d'hémolyse, c'est-à-dire de destruction des globules rouges. On regarde la couleur des urines, du plasma. Et enfin, une règle de bon sens, on manipule toujours le sang avec douceur. Les globules rouges sont fragiles. Pour résumer, voici la checklist ultime, tout le protocole en 5 étapes claires. 1. On évalue la situation, le choc. 2. On prépare le matériel en circuit clos. 3. On collecte le sang de façon stérile. 4. On décide si on a besoin d'un anticoagulant. Et 5. On transfuse et on surveille. C'est un résumé parfait de la démarche. On termine avec cette pensée qui résume parfaitement l'esprit de la technique. L'autotransfusion, ce n'est pas juste une solution de secours. C'est une stratégie intelligente qui préserve les ressources tout en offrant un produit sanguin de qualité supérieure, parfaitement compatible. C'est un outil vraiment puissant et essentiel dans l'arsenal de la médecine d'urgence.